La mémoire du nom de Renaudot et de ses téméraires dessins nous sera à jamais odieuse. Il a voulu s'immortaliser en détruisant notre école, comme voulut faire autrefois cet Érostate en brûlant le temple de Diane en Éphèse. C'est certainement une grande témérité, un particulier, de choquer tout un corps, et un corps composé de tant de savants, établi depuis 800 ans dans la capitale du royaume, et qui ne peut, se semble, périr qu'avec cette florissante ville. Mais cette témérité ne doit pas demeurer impunie, et la plaie que Renaudot a faite à notre école, saignant encore, il est bien raisonnable de la guérir et de châtier celui qui l'a faite. Le libelle diffamatoire que l'école de Montpellier a fait contre l'école de Paris se lit tous les jours. Ces nouveaux établissements de prétendus médecins de Montpellier, sous le nom de conseillers et médecins du roi, font tous les jours quelques blessures nouvelles à l'honneur de notre faculté, et on ne peut ni parer les coups ni repousser ses injures, sans nommer le véritable auteur de tous ces désordres, Théophraste Renaudot. Autrefois, nous traitions avec lui et les autres médecins de Montpellier avec beaucoup de modération et de retenue. Nous les souffrions dans Paris, sans les rechercher. Nous avons laissé dormir longtemps nos statuts et nos privilèges de crainte de troubler la paix et d'exciter du scandale. Mais voyant que Renaudot assemblait toutes les semaines dans son bureau d'adresse des médecins qui se disaient médecins de Montpellier, voyant que ces assemblées grossissaient de jour à autre et s'en allaient remplir cette ville de médecins étrangers, qu'il se formait une cabale contre la sainte doctrine de notre école, nous avons été contraints de nous armer contre des nouveautés également préjudiciables à notre honneur et à la vie et à la santé de nos concitoyens. C'est une chose bien étrange de voir de jeunes gens, ou plutôt de jeunes écoliers qui se qualifient de docteurs, médecins en l'université de Montpellier, s'élever orgueilleusement contre la faculté de Paris et s'efforcer de renverser toutes les anciennes maximes de notre profession. Mais, comme ces petits docteurs se sont sentis trop faibles pour se maintenir, et que Renaudot était pour eux un appui fort mal assuré, ils ont imploré le secours et monté l'intervention de l'école de Montpellier. Cela pourtant ne leur a de rien servi, car par arrêt du 1er jour de mars 1644, défenses ont été faites à ces nouveaux docteurs et aux professeurs, mais résidant dans la ville de Montpellier, de faire des assemblées, ni d'exercer la médecine dans la ville de Paris. Nous pensions voir bientôt cette grande ville purgée de cette mauvaise semence, dont ils ont trouvé un expédient pour rendre inutile l'autorité des arrêts et toute la prévoyance du Parlement. Cet expédient a été d'obtenir des lettres de conseillers médecins du roi pour s'établir dans Paris. Sous ce titre, ils se qualifient de médecins, tantôt hermétiques, tantôt émétiques de l'école de Montpellier. Ils se vantent de savoir 1000 bons secrets de médecine qu'ils vendent eux-mêmes, et bien chèrement, aux malades. Et en cette qualité chimérique de conseillers et de médecins du roi, ils ont trouvé un chef qui les maintient et qui les élève infiniment au-dessus des médecins de Paris, que nous sommes des ignorants à leur dire et qui traitent les malades à la vieille mode d'Hippocrate et de Galien. Ils disent que si ces grands maîtres de notre art revenaient au monde, ils seraient ravis de voir leurs nouveaux remèdes et qu'on donnerait sans doute leur propre doctrine. Jean Briolant, vous avez dit, à propos de Simon Courtauld, voilà les rêveries et folies d'un homme insensé qui mérite plutôt d'être étrié en chien courtant, tourne-broche d'une cuisine, que d'être admonesté de sa folie. Pour le moins, dites-vous, si le doyen de la faculté de Montpellier n'est menteur, c'est un chien tourne-broche. Je suis de votre avis.
Jean Rioland. Mais c'est un chien qui n'aboie jamais sans quelques sujets, qui connaît son maître et ses amis, qui distingue l'honnête du vilain, le civil du rustique, le discret de l'étourdi, et le modeste du présomptueux, et le meurtrier avec le protecteur de la ville. Mais prenez garde que vous n'ayez éveillé le chien qui dormait. Vous ne voulez pas qu'il soit un chien qui guette, mais un chien de cuisine. Je ne sais ce que c'est, messieurs de la faculté, on vous trouve toujours l'esprit dans la cuisine. Je doute si vous méditez quelques codex culinarius, ensuite de votre codex pharmaceutique. Je vous vois toujours devant mes pas avec des termes de cuisine, et semble que vous soyez en alarme et en vouliez empoigner tous les ustensiles pour vous défendre. Si vous continuez, il en sortira l'armée de Spartacus. Mais pourquoi tant de bonnets et belles hermines parmi les sauces et bouillons? Serait-ce point que vous travaillez à quelque grand appareil en faveur de cette belle compagnie de témoins que vous, Jean Rioland, avez appelé et invité de toutes parts? Ou pour solenniser la dédicace de votre livre, l'Assemblée des chirurgiens et pharmaciens, des laquais, servantes, filles de chambre et de joie? En faveur desquels vous, Jean Rioland, et votre charitable avez tant travaillé. Il me semble que je vois le doyen se riant doucement en se représentant de vous voir tout en colère et fulminant entrer dans la cuisine. Le sieur Patin a bien meilleure grâce, quand il parle avec la comédie, que vous comme le cuisinier. Aussi est-il d'une humeur plus agréable et plus ouverte que vous et moins rébarbative. Et si vous l'eussiez bien consulté, il eût donné quelques coups de rabot et de polissure à votre rudesse, car il crève de plénitude de mots subtils et plaisants. Concluons donc, et disons que le doyen est un chien pour le broche, mais qu'il la tourne contre la tripe de celui qui le pique. N'avez-vous point de honte, messieurs, de montrer si peu de prudence pour des gens de votre âge et de vous être querellés comme de jeunes étourdis? Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde? Et n'est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et les dissensions qui sont entre nos auteurs et nos anciens maîtres, sans découvrir encore au peuple, par nos débats et nos querelles, la forfanterie de notre art? Pour moi, je ne comprends rien du tout à cette méchante politique de quelques-uns de nos gens. Et il faut confesser que toutes ces contestations nous ont décriés depuis peu d'une étrange manière, et que si nous y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. Je n'en parle pas pour mon intérêt, car Dieu merci, j'ai déjà établi mes petites affaires. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, ceux qui sont morts, et j'ai le droit de me passer les vivants. Mais enfin, toutes ces disputes ne valent rien pour la médecine, puisque le ciel nous fait la grâce que depuis tant de siècles, on demeure infatués de nous. Ne désabusons point les hommes avec nos cabales extravagantes et profitons de leurs sottises le plus doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons de nous prévaloir de la faiblesse humaine. C'est là le valétude de la plupart du monde. Et chacun s'efforce de prendre les hommes par leurs faibles pour en tirer quelques profits. Les flatteurs, par exemple, cherchent à profiter de l'amour que les hommes ont pour les louanges en leur donnant tout le vin d'encens qu'ils souhaitent. Et c'est un art où l'on fait, comme on voit, des fortunes considérables. Les alchimistes tâchent à profiter de la passion qu'on a pour les richesses en promettant des montagnes d'or à ceux qui les écoutent. Et les diseurs d'horoscopes, par leurs prédictions trompeuses,
profitent de la vanité et de l'ambition des crédules esprits. Mais le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Et nous en profitons, nous autres, par notre pompeux galmatia. Et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Conservons-nous donc dans le degré d'estime où leur faiblesse nous anime et soyons de concert auprès des malades pour nous attribuer les heureux succès de la maladie et rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. N'allons point, dis-je, détruire sottement les heureuses préventions d'une erreur qui donne du pain à tant de personnes. Vous avez raison dans tout ce que vous dites, mais ce sont chaleurs de sang dont on n'est pas toujours le maître. Allons donc, messieurs. Mettez bâton tranquille et faisons ici votre accommodement. J'y consens. Il me passe mon émétique pour la malade dont il s'agit, je lui passerai tout ce qu'il voudra pour le premier malade dont il sera question. On ne peut pas mieux dire, et voilà se mettre à la raison. Cela est fait. Touchez donc là. Adieu. Une autre fois, montrez plus de prudence. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie de me dire, messieurs, un peu comment je suis. Allons, prenez l'autre bras pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon. Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur. Fort bien. Repoussant. Béné. Et même un peu caprisant. Optimé. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rateux. Non, monsieur Pavon dit que c'est le foie. Fort bien. Monsieur Pavon dit que c'est le foie qui est malade. Comment? Ah, pardon. Non, monsieur Purgon dit que c'est le foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme splénique dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont par le moyen du mas brévé du pylore et souvent des méa colidoques. Hein. Ils vous ordonnent sûrement de manger force rôti. Ah non, il n'y a que du bouilli. Rôti, bouilli, même chose. Hein. Ils vous ordonnent fort prudemment et vous ne saurez être en de meilleures mains. Bon. Jusqu'au revoir, messieurs.
Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? Que faire donc quand on est malade? Rien. 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 Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. Et c'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère, mais ce sont pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit, de lui donner ce qui lui manque, de la rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions, lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est comme de ces beaux songes qui nous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos médecins. Entendez-les parler, les plus habiles gens du monde. Regardez-les faire, les plus ignorants de tous les hommes. Vous êtes un grand docteur à ce que je vois et je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine et chacun, à ses périls et fortunes, peut croire ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous. Et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelques-unes des comédies de Molière. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont pas les médecins qui jouent, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à lui, à force de se mêler, de contrôler la médecine. Voilà, un bon nigaud, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là. Que voulez-vous qu'il y mette? Que les diverses professions des hommes, on y met bien tous les jours les princes et les rois, qui sont d'aussi bonnes maisons que vos médecins. Par la mort, nom de diable! Si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavant, je lui dirais crève, crève! Cela t'apprendra une autre fois à te jouer de la faculté! Voilà, bien en colère contre lui. Oui, c'est un mal avisé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours. Tant pis pour lui s'il n'a point recours au remède. Mais il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Une sotte raison que voilà. Tenez, mon frère, ne parlons point de cet homme-là davantage, cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal. Comme il y a 3 sortes de libertins en matière de religion, il y a 3 sortes d'esprits particuliers qui déclament de vive voix ou qui ont déclamé par écrit contre la médecine. Les premiers, gens fort ignorants, le font sans savoir pourquoi ni comment. Les autres, moins ignorants, pour faire les beaux esprits. Les derniers
quoique gens d'esprit et même d'érudition, sont à peu près à l'égard de la médecine comme ces visionnaires qui ne se trompent et qui n'errent que sur certains objets, mais qui ne peuvent revenir de cette erreur par un malheureux effet de la prévention. Je remarque donc que les premiers de ces esprits particuliers et de ces ennemis de la médecine ne sont, de même que la plupart de nos libertins de religion, que des misérables qui veulent parler de toutes choses seulement pour parler, ignorants, dont toute la raison est qu'ils ont le bon sens, quoiqu'il n'y ait rien de si rare que ce bon sens, et qu'ils ne sachent pas même ce que c'est. La plupart brutaux et sacs à vin, plongés dans une vilaine crapule, qui croient avoir dit des merveilles quand ils font rimer d'un air goguenard vin à médecin. Ceux du second ordre ne sont pas si bêtes que les premiers. Ce sont des tiercelets de savants qui s'admirent eux-mêmes et qui, sachant bien qu'on n'aime guère les remèdes, croient faire leur cours à la compagnie en attaquant quelques misérables médecins qui se défendent mal. Mais quoi? En se déchaînant ainsi, ils croient s'être érigés en gens du bel air. Quant aux derniers, j'avoue que ce sont des gens d'esprit, de bonne foi et même commodes, pourvu qu'on ne les mette pas sur le sujet de leur aversion, étant si malheureusement prévenus à cet égard qu'ils n'y tombent jamais sans errer. Ils n'ouvrent jamais les yeux aux lumières de la raison pour se défaire de leurs préjugés, soit que quelques malhabiles médecins ou chirurgiens les aient maltraités, ou que les maximes de la médecine ne s'accordent pas avec leurs passions et leurs mœurs. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était point du tout à propos. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien, je ne sais où tu as été déliré, c'est attirail ridicule. Oui, c'est l'ami d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais, savez-vous, monsieur, que cet ami me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Commandant, 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Ah, moi, pas du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon avis. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné? Oh, ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on me vient remercier. Mais pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades. Et tout leur arrêt pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi? Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu y croire? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez que depuis un temps, le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits, et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme
qui depuis 6 jours était à l'agonie. On ne savait plus que faire, et tous les remèdes n'y faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Mais comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir, et cela le fait mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Bon, mais laissons là la médecine, vous ne croyez point, et parlons des autres choses. Car cet habit me met en considération et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez des disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien, je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point à l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais de la peine à convertir. Eh, dites-moi un peu. Le moine bourru, qu'en croyez-vous? Peste soit les femmes! Voilà ce que je puis souffrir, car il est plus véritable que le moine bourru, et je me ferai prendre pour celui-là. Bon, aussi faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, ce gagne à peine, et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges pensées dans la tête des hommes et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Je n'ai pas étudié comme vous, monsieur, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de ne m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens et mon petit jugement, je sais les choses mieux que tous les livres et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander, qui a fait ces arbres-là, cette terre, ce ciel que voilà là-haut, et si tout cela s'est bâti de lui-même? Bon, vous êtes là, vous, par exemple, hein, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes ces inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ces nerfs, ces os, ces veines, ces artères, ce cœur, ce foie, ce poumon et tous ces ingrédients qui sont là et qui ah, dame, interrompez-moi donc si vous voulez, je ne saurais disputer si on m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mais mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire. Et qu'aucun savant ne saurait expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici? Et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses en un instant et fait de mon corps ce qu'elle veut? Je veux frapper des mains, hausser les bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Bon, voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Morbleu. Je suis bien bête de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez, il m'importe bien que vous soyez d'aller. Mais, tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Les temps, disait Tacite, sont rarement assez heureux pour permettre à un chacun d'avoir les sentiments tels que bon lui semble.
et dire hardiment ce qui lui vint en la pensée. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que notre siècle est trop rempli de ce bonheur, puisqu'au grand détriment de la République, il est permis à un chacun, sans que les lois y pourvoient, de produire et mettre au jour toutes les nouvelles opinions erronées et pernicieuses que son caprice lui fournit, tant en matière de religion que de médecine. Aussi voyons-nous que la véritable et primitive religion de nos ancêtres se détruit journellement, que l'ancienne et véritable médecine, confirmée par les expériences de tant de siècles, se corrompt et pervertit entièrement, tant par l'introduction des nouveaux monstres d'opinion chimériques que par l'exhibition de 1000 sortes de médicaments venimeux, intentés et inventés pour tuer les hommes impunément. Il ne faut donc pas étonner si la médecine est devenue aujourd'hui si défaite et difforme par tant de fausses opinions qu'à peine lui est-il demeuré aucune marque de sa première splendeur. Pequet a bien fait davantage. Il a commencé à bouleverser la structure et composition du corps humain par sa doctrine nouvelle et inouïe qui renverse entièrement la médecine ancienne et moderne, ou la nôtre, tant en la physiologie qu'en la pathologie et thérapeutique. Car si le foie, suivant son opinion, n'est plus au rang des parties principales, n'est plus le siège de la faculté naturelle, n'est plus celui qui produit le sang dans nos corps, mais seulement dédié à un emploi beaucoup plus vil et abject, à savoir à purger et séparer l'excrément de la bile contenue dans le sein de la veine porte, il s'ensuivra que les maladies que nous attribuons au foie, à cause de son action blessée, à savoir lorsque l'attraction ou rétention du chyle est diminuée ou abolie, ou que la consanguification ne se fait pas, telles que sont la diarrhée chyleuse, la diarrhée hépatique, la cachexie, l'atrophie, l'hydropisie, il s'ensuivra, dis-je, que ces maladies ne dépendront plus du foie, mais seulement de ces veines lactées nouvellement découvertes, ou bien du cœur même, et des poumons. C'est pourquoi il faudra dorénavant trouver ou forger une nouvelle méthode de guérir. Ceux qui se sont heureusement défaits de la prévention qu'ils avaient pour les anciens, et qui suivent les principes fondés sur l'expérience et la raison, nous donnent des explications claires et mécaniques de tout ce qui a paru jusqu'ici de plus obscur et caché dans l'anatomie. Je dis heureusement parce que les anciens, ignorant le cours du sang et croyant que le foie l'envoyait par les veines à toutes les parties du corps pour leur nourriture, il était impossible qu'ils ne fussent pas dans l'erreur, et que les conséquences qu'ils tiraient fussent justes. Puisque le principe dont ils étaient si persuadés n'était pas véritable, et qui se trouve au contraire détruit par un autre, qui est la circulation du sang. Les partisans des anciennes opinions allèguent contre les découvertes des modernes qu'il est inutile de savoir si le chyle est porté au foie par les veines mésaraïques ou au cœur par les veines lactées et le canal thoracique, puisque cela ne change rien dans la pratique et que les médecins saignent et purgent comme auparavant. Mais, quand il serait vrai que ces connaissances ne changeraient pas la cure de quelques maladies, il est toujours constant qu'elles nous empêchent de nous tromper sur beaucoup d'autres, et qu'elles font de que nos raisonnements sont plus justes, puisqu'ils sont appuyés sur des fondements plus certains et plus solides que ceux des anciens. Si l'anatomie a beaucoup d'obligations à Harvey, qui a découvert la circulation, à Virsingus, qui a trouvé le canal pancréatique, à Cellus, qui a fait voir les veines lactées, à Pequet, qui le premier a démontré le canal thoracique, et à plusieurs modernes qui y ont travaillé avec succès, elle n'en a pas moins à Monsieur d'Aquin, premier médecin du roi, par le rétablissement qu'il fit des démonstrations publiques au Jardin Royal, où il a voulu que l'anatomie fût démontrée suivant la circulation du sang et les dernières découvertes. Ce fut en l'année 1672 que le roi choisit Monsieur d'Aquin pour son premier médecin. Et dès cette même année, les exercices du Jardin Royal qui regardent l'anatomie ayant été interrompus pendant plusieurs années recommencèrent. Cet établissement, quoique des plus utiles pour le public, ne laissa pas de trouver des oppositions qui furent formées de la part de ceux qui prétendaient qu'il n'appartenait qu'à eux seuls d'enseigner et de démontrer l'anatomie. Mais le roi,
par une déclaration particulière qu'il fit vérifier et enregistrer en Parlement, Sa Majesté présente, dans le mois de mars de l'année 1673, ordonna que ces démonstrations de l'anatomie et des opérations de chirurgie se feraient au Jardin Royal, à portes ouvertes et gratuitement, dans un amphithéâtre qu'elle y avait fait construire à cet effet, et que les sujets qui seraient nécessaires pour faire ces démonstrations seraient délivrés à ses professeurs, par préférence à tous autres. Le nombre des spectateurs, qui montait toujours à 4 ou 500 personnes, était une preuve qu'elle ne déplaisait pas et qu'elle se faisait avec utilité pour le public. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je l'ai amené. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse. Où est-il donc? Ben le voilà. Tenez, le voilà. Très humble serviteur, monsieur le médecin, je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien persuade, qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté générale, végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortons de la médecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Rodrigue Atiliker, Sagnossi Sagnornun, Peramnia Secule Seculurum. Bon, mais encore, voyons un peu. Ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Oui, non, mais peu importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose, et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Y aurait-il moyen, monsieur Gorgibus, d'avoir un petit peu de l'urine de l'égrotante? Oui, là, Sabine, allez quérir de l'urine de ma fille, vite, monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Oh, qu'elle s'en garde bien, hein? Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Ah. Voilà de l'urine qui montre grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Quoi, monsieur, vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de ça. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais, à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement, qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Et que cela, voilà bien de quoi, faites-la pisser copieusement. Si tous les médecins, les malades pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Il n'y aurait pas moyen de voir la malade? Elle est levée. Si vous voulez, Ah ben voilà. Je la ferai venir. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis! Ah! C'est une marque que vous vous portez pas bien! Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, dans les reins? Oui, monsieur. C'est fort bien fait! Ovide, ce grand médecin, au chapitre qu'il a fait de la nature, des animaux, dit 100 belles choses, et comme les humeurs qui ont de la connexité font beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, et que la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jaune, et qu'il n'en est rien de plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade.
Bon, il faut que je vous fasse une ordonnance. Oui, vite, une table, du papier, de l'encre. Est-ce que... y a-t-il quelqu'un ici qui sache écrire? Comment est-ce que vous ne le savez point? Je m'en souvenais pas. Non mais j'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prît un peu l'air, qu'elle se divertît à la campagne. Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons visiter les lieux. Aïe. Il faut monter au jardin. Oui, merci. J'ai appris que vous aviez été fort malade, ma chère cousine. Et cela m'a mise en peine pour l'avenir et j'ai appréhendé une rechute. J'ai consulté votre mal à un habile médecin de ce pays-ci. Il m'a dit que les femmes d'un bon tempérament comme vous, demeurées veuves de bonne heure et qui s'étaient un peu contraintes, étaient sujettes à ces vapeurs. Cela m'a remis de l'appréhension que j'avais d'un plus grand mal, car enfin, le remède étant entre vos mains, je ne pense pas que vous haïssiez assez la vie pour n'en pas user, ni que vous eussiez plus de peine à prendre un galant que du vin émétique. Vous devriez suivre mon conseil, ma chère cousine, d'autant plus qu'il ne saurait vous paraître désintéressé, car si vous aviez besoin de vous mettre dans les remèdes, étant à 100 lieues de vous comme je suis, vraisemblablement ce ne serait pas moi qui vous en servirais. Raillerie à part, ma chère cousine, ayez soin de vous. Faites-vous tirer du sang plus souvent que vous ne faites, de manière que ce soit, il n'importe, pourvu que vous viviez. Vous savez bien que j'ai dit que vous étiez de ces gens qui ne devaient jamais mourir, comme il y en a qui ne devaient jamais naître. Faites votre devoir là-dessus. Vous ne sauriez faire un plus grand plaisir à Madame de Grignan et à moi. Notez que l'art de purger les malades est la partie la plus lucrative de toute la médecine et celle à laquelle on a le plus de confiance. C'est pourquoi il ne se faut pas étonner si les médecins la défendent avec tant d'intérêt. Et c'est aussi la raison pour laquelle tous ces charlatans trouvent si bien le moyen de tirer l'argent de la bourse des peuples avec leurs émétiques en bol, ou potions, ou tasses d'antimoine, qui n'est que l'arsenic réduit en verre par fusion avec l'antimoine et le fer, où les esprits arsénicaux de salpêtre sont si subtils que la seule vapeur qu'en reçoit le vin ou autre liqueur qui a séjourné dedans fait un bouleversement horrible dans le corps de ceux qui prennent de ces poisons. Et encore, les médecins le nomment l'antidote royal. Bon Dieu, que les rois sont malheureux. 10 et 10, plus du 24e, un petit blister insinuatif, préparatif et rémollient pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Ah oui, non, mais monsieur Florent, ce n'est pas du tout d'être civil, il faut le chef raisonnable et ne pas être ce n'est pas sans raison, hein. Si j'ai dit ci-dessus que la saignée et la purgation étaient deux remèdes sur lesquels la police devrait bien avoir regard. Car
de mes oreilles, j'ai ouï plusieurs fois de la bouche des plus fameux médecins de Paris qu'il ne dépendait que d'eux de ruiner les chirurgiens et les apothicaires quand il leur plairait. Parce que lorsqu'un chirurgien leur était suspect dans une maison et qu'il ne les pouvait faire chasser quand il leur plairait à cause de la confiance qu'on avait pour lui, qu'au lieu de 6 saignées, il ne lui en faisait faire qu'une ou 2. Et en la place, il faisait d'autres remèdes qu'ils composaient eux-mêmes ou faisaient composer par les gardes dans les maisons. Et par ce moyen, il se rendait nécessaire et détruisait les chirurgiens et les apothicaires. Mais au contraire, lorsqu'ils avaient, après eux, un barbier leur compère et un apothicaire qui leur accola la botte, ils faisaient faire 10 saignées pour une et quantité de remèdes à l'apothicaire. Plus du 26e, un clistère carminatif pour chasser les vents de monsieur, 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus le clistère de monsieur réitéré le soir comme dessus, 30 sols. Mais, Florent, 10 sols. Voilà. En ma conscience, si j'étais capable de quelque bien pour l'utilité publique, je rendrais tous ces sectateurs bien forts en sorte que dorénavant, lorsqu'ils iraient dans une maison de qualité pour en écumer la marmite, la servante de cuisine leur dirait « Messieurs, ce n'est plus le temps. J'ai vu autrefois qu'il y avait séance 3 médecins et autant de chirurgiens. Savoir l'un pour monsieur, l'autre pour madame et l'autre pour le commun, avec autant d'apothicaires qui, tous les mois, apportaient leur partie, où il avait 1000 récipients de quiproquos, avec un nombre de mots inconnus où l'on n'entendait rien, et dont il remportait de la maison de grandes sommes d'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un homme qui, lui seul, fait tout ce que ces autres faisaient ensemble. C'est pourquoi, messieurs, pour le présent, on n'a pas besoin de vous. Plus du 28e, une prise de petit lait clarifié et édulcoré pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur. 20 sols, on va 10 sols, c'est ce qu'on a dit. Plus préservatif, Je crois, monsieur, que vous êtes le médecin à qui l'on est venu parler de ma part. Non, monsieur. Ce n'est pas moi qui suis le médecin. À moi n'appartient pas cet honneur. Et je ne suis qu'apothicaire, apothicaire indigne pour vous servir. Monsieur le médecin est-il à la maison? Oui, il est là, embarrassé à expédier quelques malades. Et je vais lui dire que vous êtes ici. Non, ne bougez, J'attendrai qu'il ait fait. C'est pour lui mettre entre les mains certains parents que nous avons, dont on lui a parlé. Et qui se trouve attaqué de quelques folies, et que nous saurons bien est-ce qu'il put guérir avant que de le marier. Je sais ce que c'est, Et j'étais avec lui quand on lui a parlé de cette affaire. Ma foi, vous ne pouviez pas vous adresser à un médecin plus habile. C'est un homme qui sait la médecine à fond, comme je sais ma croix, et de pareil Dieu. Et qui, quand on devrait crever, ne déborderait pas d'un iota des règles des anciens, oui. Il suit toujours le grand chemin, et ne va point chercher midi à 14 heures. Et pour tout l'or du monde, il ne voudrait pas avoir guéri une personne avec d'autres remèdes que ceux que la faculté permet. Il fait fort bien. Un malade ne doit point vouloir guérir que la faculté n'y consente. Ce n'est pas parce que nous sommes grands amis que j'en parle, mais il y a plaisir d'être son malade. Et j'aimerais mieux mourir sous ces remèdes que de guérir de ceux d'un autre, car,
Quoi qu'il puisse arriver, on est assuré que les choses sont toujours dans l'ordre. Et quand on meurt sous sa conduite, vos héritiers n'ont rien à vous reprocher. C'est une grande consolation pour un défunt. Assurément. On est bien aise au moins d'être mort méthodiquement. Au reste, il n'est pas de ces médecins qui marchandent les maladies. C'est un homme expéditif qui aime à dépêcher ses malades. Et quand on a à mourir, cela se fait avec lui le plus vite du monde. En effet, il n'est rien de tel que de sortir promptement d'affaire. Cela est vrai. À quoi bon tant barguigner et tant tourner autour du pot? Il faut savoir vitement le cours ou le long d'une maladie. Vous avez raison. Voilà déjà 3 de mes enfants dont il m'a fait l'honneur de conduire la maladie, qui sont morts en moins de 4 jours et qui, entre les mains d'un autre, auraient langui plus de 3 mois. Il est bon d'avoir des amis comme cela. Sans doute. Il ne me reste que 2 enfants dont il prend soin comme des siens. Il les traite et gouverne à sa fantaisie sans que je me mêle de rien. Et le plus souvent, quand je reviens de la ville, je suis tout étonné que je les trouve saignés ou purgés par son ordre. Voilà des soins forts obligeants. Le voici. Le voici. Ah! Le voici, Je le viens voici. d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles, qu'on se moque ici de mes ordonnances, qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est Un épouvantable. clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. ce n'est pas moi. Inventé, formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère, Le renvoyer avec mépris. c'est lui qui... C'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. C'est mon frère qui... Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Mais c'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clistère. Mais faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite J'allais pas. nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Ah, mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Cela crie vengeance. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Pas du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Cela est fort bien fait. Et je veux qu'avant 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Incurable. Que vous tombiez dans la bradypepsie. Un bradypepsie. De la bradypepsie dans la dyspepsie. La dyspepsie. De la dyspepsie dans l'apepsie. La pepsie. De la pepsie dans la liantrie. Liantrie. De la liantrie dans la dysenterie. Dysenterie. De la dysenterie dans l'hydropisie. L'hydropisie. Et de l'hydropisie dans la prévention de la vie où vous a conduit votre fallée. Volée. Molière et ses partisans pourraient être mis au nombre des ennemis déclarés de la médecine si Quintilien n'avait remarqué qu'encore que les comédies soient bien reçues du public à cause de la grâce que les acteurs leur donnent, elles ne trouvent aucune place dans les bibliothèques. Et si ce comédien n'avait lui-même rétracté, ou si l'on veut interpréter en faveur de la médecine, tout ce qu'il avait écrit de plus outré contre cette profession. Mais pour ne laisser aucun doute sur ce sujet, sur cet article, il faut apprendre au peuple, aux demi-savants et aux adorateurs de la comédie, que Molière n'a fait monter la médecine en spectacle de raillerie sur le théâtre que par intérêt. Et pour se venger d'une famille de médecins, sans se mettre fort en peine des règles du théâtre et particulièrement de celles de la vraisemblance. Car de toutes les pièces dont ce comédien a outré les caractères, ce qui lui est souvent arrivé,
et qu'on ne voit guère dans l'ancienne comédie, celles où il a joué les médecins sont incomparablement plus outrées que toutes les autres. Mais comme il faut être maître pour s'en apercevoir, ceux qui cherchent à rire ne pensent qu'à rire, sans se mettre en peine s'il rit à propos. Quoi qu'il en soit, si Molière choque avec succès de quelques médecins, se moque avec succès de quelques médecins, je ne crois pas que pour cela, il ait ruiné le métier. Car s'il arrive que quelqu'un tombe malade au sortir de ses représentations, on ne laisse pas d'avoir recours à des ignorants et même à des empiriques, pire que toutes les satires et tous les théâtres. Après tout, il n'y eut pas trop à rire pour Molière, car, loin de se moquer de la médecine, s'il eût suivi ses préceptes, s'il eût moins échauffé son imagination et sa petite poitrine, s'il eût observé cet avis d'un meilleur médecin, quoique bien moins poète que lui, s'il eût bien ménagé l'auteur et l'acteur, ceux dont il prétendait se railler n'auraient pas eu leur revanche et leur tour. Outre que c'est une grande témérité à un mortel de se moquer de la maladie et de la mort, et particulièrement à un chrétien qui ne doit y penser qu'en tremblant. Quant au pauvre malade, qu'il prend tant de plaisir à railler, comme les visionnaires même sont en cela fort à plaindre, il me semble qu'il devait les laisser là s'il en voulait avoir compassion. Aussi, que lui arriva-t-il d'avoir voulu jouer Les Misérables? Il fut lui-même joué en diverses langues et puni, selon son mérite, d'avoir fait sottement le mort. Si j'y, un qu'on dit être mort, je ne sais s'il l'est ou s'il dort, sa maladie imaginaire ne saurait l'avoir fait périr, c'est un tour qu'il joue à plaisir, car il aimait à contrefaire, comme il était grand comédien. La femme de Jean d'Aumont, tailleur de pierre de Montpellier, âgé de 30 ans, malade d'une colique bilieuse depuis 8 mois, pendant lesquels elle prit plusieurs remèdes ordonnés en vain par 2 médecins, enfin prenons mon conseil, elle fut guérie dans l'espace de 5 jours. par les 3 remèdes suivants. Prenez de la décoction commune de Clister, 1 livre. De la casse nouvellement extraite, 1 once. D'hier picre, demi-once. Du miel viola, 1 once et demi. Du beurre frais, 2 onces. Du sel, demi-drachme. Mêlez le tout et faites un clister qui sera reçu à 1 heure commode. Prenez du polypode de chêne et de semences de cartane, de chacun 1 once et demi. D'épithyme, des pointes de thym séché, de chacun 1 pincée, de semences d'anis, de fenouil, de carpi et chardon béni, de chacun 2 drachmes, de sénémondé 1 once et demi, du turbite gommeux, demi-once, de cannelle, 1 drachme et demi, du cristal de tartre 2 onces, du sel gemme, demi-once. Le tout sera grossièrement pilé et d'où l'on remplira le ventre d'un vieux coq en ayant tiré les entrailles. Faites ensuite cuire le tout dans 3 parties d'eau et 1 de vin blanc jusqu'à ce que la chair du coq se sépare des os et que tous les matins, elle prenne 6 onces de cette décoction, continuant durant 7 ou 8 jours s'il en est besoin. Prenez de la conserve de feuilles d'absinthe et des capillaires, de chacun demi-once. D'écorce de citron confit au sucre, 6 drachmes. Des mirobolants confits, 1 en nombre. De confections alternes, 4 drachmes. Du safran de Mars apéritif, 2 drachmes. De la poudre de l'électuaire Diarodon à Bâtisse, 1 drachme et demi. De spicanard, 1 drachme. Faites-en une opiate avec le sirop de l'écorce de citron, de laquelle il faut prendre 1 drachme et demi tous les jours, 2 heures avant le souper. Buvant par-dessus un peu de vin tempéré, avec beaucoup de l'eau de chicorée. prenez de la racine d'aron préparée ainsi que l'enseigne, la pharmacopée de quercéton.
de murs, de la racine d'acorus vulgaire et de pimpinelle, de chacun 2 drachmes, de cannelle, de scrupules, du sel d'absinthe, demi-drachme, du sucre rosa au poids de tous les autres. Faites-en une poudre de laquelle vous en prendrez 2 drachmes tous les jours, 3 heures avant le souper, buvant par-dessus un peu de vin mêlé avec beaucoup de l'eau de chicorée, comme il a été dit. Ayant usé de ces remèdes pendant 4 jours, Et étant tourmenté de la douleur de colique comme auparavant, Qui avait accoutumé de retourner tous les jours, une fois ou 2, Avec de cruelles douleurs qui continuaient 2 ou 3 heures, le 5e jour environ, le midi lorsque le bouillon purgatif faisait son opération, elle souffrit une si cruelle douleur du ventre qu'il semblait tout à fait intolérable. et elle assurait qu'elle n'avait jamais tant souffert. qui pourtant cessa entièrement dans l'espace d'1 heure, et ne retourna jamais plus. et par ce moyen, la malade fut entièrement délivrée de cette cruelle maladie. Julie Méjean, Valentine Ross, Julie Lamiot, Toussaint Guerre. Relax ou quoi? Merci beaucoup.